Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Au sein de la pharmacologie clinique, qui comprend notamment la pharmacodynamie et la pharmacocinétique, il existe deux composantes avec, d'une part, la pharmacovigilance, qui vise à détecter, évaluer, comprendre et prévenir les risques d'effets indésirables des médicaments. D'autre part, la pharmacodépendance, récemment rebaptisée addictovigilance, qui détecte, évalue, surveille le potentiel addictif des médicaments, mais aussi des autres substances, qu'elles soient licites ou illicites, à l'exclusion de l'alcool et du tabac. Dans ces cours, nous réserverons le terme de pharmacodépendance pour parler de la relation aliénante entre un sujet et un produit. Par contre, nous utiliserons le terme d'addictovigilance pour décrire le dispositif de vigilance qui surveille les cas d'abus, de dépendance et d'usage détourné de tous les produits ayant des effets psychoactifs. Les dépendances aux médicaments et aux drogues illicites seront présentées dans deux chapitres distincts que j'illustrerai au cours des séances d'enseignement présentiel interactif. La pharmacovigilance est une nécessité. En effet, tout traitement par un médicament peut faire encourir un risque au malade. La pharmacovigilance a donc pour objectif de prévenir et de réduire les risques liés aux médicaments. Elle effectue la surveillance du risque d'effets indésirables résultant de l'utilisation des médicaments et des produits à usage humain. Nous verrons qu'ils sont nombreux, et prend toutes les mesures nécessaires par rapport aux incidents rencontrés. La pharmacovigilance comprend donc le signalement, le recueil, l'évaluation et l'exploitation des effets indésirables des médicaments, ainsi que la réalisation de toute étude et travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et produits à usage humain, dans un but de prévention. Le signalement des effets indésirables des médicaments est donc une obligation légale, car l'évaluation de la sécurité des médicaments est une nécessité. En effet, seuls les effets indésirables fréquents sont connus au moment de la mise sur le marché du médicament. Lors des phases de développement d'un médicament, nous le verrons, il est quasiment impossible de mettre en évidence tous les effets indésirables ou même de les prévoir. En effet, les résultats expérimentaux de toxicologie aiguë et chronique renseignent sur un éventuel organe cible du médicament en termes de toxicité, mais ne peuvent être transposés intégralement à l'homme. Quant aux essais cliniques chez l'homme, ils ne permettent pas de détecter tous les effets indésirables, notamment parce que le nombre de sujets étudiés est restreint et la durée des études beaucoup trop courte pour mettre en évidence des effets indésirables d'apparition tardive et qui sont rares. La mise en place d'un système de pharmacovigilance permettant une surveillance des médicaments après leur commercialisation est donc indispensable pour garantir la sécurité d'emploi des traitements et permettre une évaluation permanente du rapport bénéfice-risque d'un médicament. La déclaration des effets indésirables médicamenteux permet d'identifier de nouveaux risques qui sont parfois graves. Elle peut conduire à une modification de l'utilisation des médicaments, comme la restriction d'utilisation, les contre-indications ou une mise en garde particulière, voire une suspension ou le retrait du médicament si le risque apparaît supérieur aux bénéfices apportés. La pharmacovigilance s'applique ainsi
à tous les médicaments qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation, mais aussi aux gaz médicaux, aux médicaments dérivés du sang, aux médicaments homéopathiques et aux produits comme les insecticides, acaricides qui sont appliqués au niveau cutané, ou encore les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact. Voyons maintenant l'organisation du système français de pharmacovigilance. Le système de pharmacovigilance collecte les effets indésirables des médicaments anciens et nouveaux par l'intermédiaire d'un recueil d'informations systématiques permettant d'analyser le lien de causalité entre les médicaments et les effets indésirables. Au moyen des données validées, il peut ensuite, en retour, informer le plus largement possible le personnel soignant, de manière à garantir la sécurité d'emploi aux professionnels de santé et améliorer le confort du patient. Pour pouvoir assurer cette double mission, le dispositif de pharmacovigilance dispose d'un réseau très élaboré. D'une part, à l'échelon national se trouve l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou AFSAPS, qui est composée de 11 commissions, dont la Commission nationale de pharmacovigilance et le comité technique. À l'échelon régional se trouvent 31 centres régionaux de pharmacovigilance, ou CRPV, auprès desquels sont faites les déclarations ou notifications spontanées. Notre système de pharmacovigilance s'intègre en fait dans une organisation plus large, au niveau européen, une organisation européenne de la pharmacovigilance et de l'évaluation du médicament, avec l'EMEA, qui est l'Agence européenne du médicament. Cette structure européenne échange avec d'autres institutions internationales, comme l'OMS, ou avec d'autres autorités de santé, comme la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis. Voyons un peu en détail l'AFSAPS. L'AFSAPS a un regard à tous les niveaux de la chaîne pour tous les produits de santé destinés à l'homme. D'un côté, elle donne un avis scientifique au laboratoire pour le développement de nouvelles molécules et contrôle les bonnes pratiques de fabrication. L'AFSAPS exerce ainsi des activités de contrôle en laboratoire et conduit des inspections sur les sites de fabrication et de recherche. Elle se prononce sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché et participe à la rédaction et à l'évaluation des recommandations européennes en matière de développement des médicaments. D'un autre côté, elle a aussi une mission de vigilance sanitaire concernant tous ces produits. Elle étudie et expertise en permanence les données qui modifient la connaissance des produits de santé pour en garantir la sécurité, la qualité et le bon usage, notamment à travers des actions d'information auprès des professionnels de la santé et le public. Comme vous pouvez le voir dans cette diapositive, au-delà de la pharmacovigilance, l'AFSAPS assure la mise en œuvre de tous les systèmes de vigilance relatifs aux produits de santé, mais aussi aux produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, ce qui inclut la biovigilance, la cosmétovigilance, l'hémovigilance, la matériovigilance et la réactovigilance. Nous verrons aussi, dans un prochain cours, la pharmacodépendance ou addictovigilance. Maintenant que nous avons vu le cadre général de l'AFSAPS, nous allons voir plus précisément les autres composantes du système de pharmacovigilance. L'organisation de la pharmacovigilance comporte aussi la Commission nationale de pharmacovigilance, son comité technique et les centres régionaux de pharmacovigilance. Cette diapositive montre la hiérarchisation des différentes composantes du système de pharmacovigilance français et ses interactions avec les structures européennes et mondiales.
Cet organigramme sera très utile pour visualiser le rôle des différents acteurs du système de pharmacovigilance que nous allons décrire dans un instant. Le recueil des cas déclarés ou notifiés a permis la constitution d'une base informatique nationale. Il existe un équivalent européen. Voyons maintenant le rôle des professionnels de la santé dans le bon usage du médicament. Tout d'abord, le rôle de l'AFSAPS. C'est l'autorité compétente en matière de pharmacovigilance. Ces missions de pharmacovigilance sont en fait assurées par l'unité de pharmacovigilance. Cette dernière est en liaison permanente avec les autres directions de l'AFSAPS et en particulier le comité de coordination des vigilances et les autres vigilances que nous venons de décrire. Elle veille à la sécurité de l'emploi des médicaments et contribue à leur bon usage. C'est l'AFSAPS qui coordonne tout le système national de pharmacovigilance. La Commission nationale de pharmacovigilance est chargée d'évaluer les informations sur les effets indésirables postérieurs à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché. Cette commission émet des avis sur la base des travaux réalisés par le comité d'éthique. Elle peut ainsi proposer à l'AFSAPS et au ministre de la Santé des travaux et des enquêtes complémentaires qui seraient nécessaires et aussi de prendre toutes les mesures appropriées. Celles-ci peuvent aller simplement de la modification des informations délivrées sur le médicament ou carrément à sa suspension de commercialisation en fonction de la gravité des effets signalés et de l'estimation du rapport bénéfice-risque. Le comité technique de pharmacovigilance est chargé de préparer les travaux de la Commission nationale de pharmacovigilance. Il coordonne et évalue les informations relatives aux effets indésirables des médicaments et autres produits de santé. Il propose, met en place et évalue les enquêtes demandées aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux industriels, c'est-à-dire aux laboratoires pharmaceutiques. Ce comité est un véritable intermédiaire, une interface entre la Commission nationale et les centres régionaux de pharmacovigilance. Les centres régionaux de pharmacovigilance sont au nombre de 31 et représentent véritablement le cœur du dispositif. Ce sont des structures implantées dans les établissements publics des CHU, réparties sur l'ensemble du territoire et coordonnées par l'AFSAPS. Cette large distribution territoriale favorise la proximité avec les professionnels de santé, permettant une interaction bidirectionnelle, non seulement pour collecter les déclarations, mais aussi pour former et informer les professionnels de la santé. Les informations sont recueillies sous forme de notifications spontanées. Elles sont évaluées, analysées et si besoin complétées par des enquêtes complémentaires et transmises à l'AFSAPS. La mission générale des CRPV est donc de surveiller, évaluer, prévenir les risques médicamenteux potentiels ou avérés et de promouvoir le bon usage du médicament. Les CRPV ont aussi une mission d'expertise au sein du système de pharmacovigilance en conduisant des enquêtes de pharmacovigilance et ou en assurant une évaluation de dossiers comme des demandes d'autorisation de mise sur le marché, des demandes de modification d'informations, etc. Comme pour les autres systèmes de vigilance coordonnés par l'AFSAPS, les professionnels de santé jouent un rôle fondamental dans le système national de pharmacovigilance. En effet, ce sont eux qui sont habilités, d'une part, à prescrire les médicaments, à les administrer ou à les délivrer, et d'autre part, à assurer le suivi médical des patients. La pharmacovigilance repose sur le signalement immédiat par les professionnels de santé des effets indésirables graves susceptibles d'être dus à un médicament. Dès qu'ils soupçonnent un lien,
même s'il n'est pas certain, une déclaration peut être effectuée auprès du CRPV. En effet, les professionnels de santé ont une obligation de déclaration des effets graves et inattendus. Le professionnel de santé a aussi une obligation de répondre aux demandes du CRPV en confirmant, en complétant les demandes complémentaires d'informations nécessaires à la validation des observations. Il doit coopérer avec les structures de pharmacovigilance, notamment dans le cadre d'enquêtes particulières. Enfin, il doit se tenir informé et tenir compte dans sa pratique professionnelle des données de tolérance des médicaments qu'il prescrit. Voyons maintenant le rôle des entreprises du médicament, ceux qu'ils fabriquent. Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un autre produit à usage humain doit mettre en place un service de pharmacovigilance afin d'assurer le recueil, l'enregistrement et l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à des médicaments. Ce service est sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien expérimenté en pharmacovigilance qui doit veiller au respect des obligations de déclaration auprès de l'AFSAPS, c'est-à-dire déclarer sans délai des effets indésirables graves qui leur sont signalés par des professionnels ou dont elles ont eu connaissance. Les entreprises du médicament doivent aussi envoyer des rapports périodiques actualisés de pharmacovigilance, appelés Periodic Safety Update Report, contenant l'ensemble des données de pharmacovigilance recueillies sur le plan national et international pendant une période considérée. Ces entreprises doivent répondre aux demandes du directeur général de l'AFSAPS et transmettre toute information présentant un intérêt pour l'évaluation permanente du rapport bénéfice-risque d'un médicament. Ces entreprises travaillent donc avec l'AFSAPS et les CRPV dans les enquêtes de pharmacovigilance relatives aux médicaments ou produits qu'ils exploitent. Enfin, voyons le rôle des patients et associations de patients. La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé confère désormais aux patients un rôle actif en les associant au fonctionnement du système de santé. Cependant, les dispositions de pharmacovigilance ne prévoient pas pour l'instant de déclaration directe d'un effet indésirable par un patient ou par ses proches. Cependant, il arrive de plus en plus fréquemment qu'un patient ou une association de patients contacte directement un CRPV ou un laboratoire pharmaceutique pour les informer d'un problème lié à la survenue d'un effet indésirable médicamenteux. Ils sont alors invités à se diriger vers un professionnel de santé afin de procéder à la déclaration, à la notification de l'effet indésirable conformément aux bonnes pratiques de pharmacovigilance. À terme, les patients pourraient eux aussi participer au système de pharmacovigilance. En effet, plusieurs expériences de signalement direct des effets indésirables par les patients eux-mêmes sont en cours de réalisation. Voyons maintenant la démarche diagnostique face à un symptôme suspect d'origine médicamenteuse. La pharmacovigilance s'exerce sur les médicaments et les produits à usage humain lors d'une utilisation conforme, mais aussi lors d'une utilisation non conforme. À noter qu'en cas d'abus d'un médicament contenant des substances psychoactives, la surveillance est effectuée par le système national de pharmacodépendance ou addictovigilance que nous verrons dans le prochain cours. La pharmacovigilance s'exerce donc sur tous les médicaments et produits à usage humain, que les médicaments soient distribués par une pharmacie avec ou sans ordonnance. Elle concerne donc toutes les spécialités pharmaceutiques qui ont fait l'objet
d'une autorisation de mise sur le marché, comme les médicaments immunologiques, les produits de thérapie cellulaire ou de thérapie génique, les médicaments radiopharmaceutiques, les produits réduisant la dépendance au tabac, les médicaments dérivés du sang, les produits contraceptifs, les insecticides et acaricides destinés à être appliqués au niveau cutané, concernent aussi toutes les spécialités pharmaceutiques qui ont fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation, toutes les préparations magistrales, hospitalières, officinales, les produits officinaux divisés, mais encore les médicaments homéopathiques, les générateurs, les trousses, etc. Par contre, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ne sont pas des médicaments. Le dispositif de pharmacovigilance permet aussi de recueillir les effets indésirables qui peuvent résulter d'une utilisation au cours de situations particulières comme la grossesse, l'allaitement, au cours de certaines pathologies qui sont polymédicamentées permettant d'objectiver des interactions médicamenteuses. La pharmacovigilance permet aussi de recueillir des modifications d'activité, des pertes d'efficacité ou encore un défaut de qualité. Le défaut de qualité du produit de santé concerne tout défaut susceptible d'altérer sa qualité et dont l'origine n'est pas forcément établie. Il peut s'agir d'une contamination, qu'elle soit microbiologique, chimique, d'un aspect anormal, qualitatif ou quantitatif, d'un défaut de stabilité ou même un défaut de conditionnement, comme des erreurs d'étiquetage, des erreurs de remplissage. Eh bien, dans tous les cas, ce défaut doit faire l'objet d'un signalement au département des alertes qu'il entraîne ou non un dommage pour le patient, le personnel soignant ou encore l'utilisateur. Que faut-il déclarer ? Eh bien, toute présomption d'effets indésirables graves ou inattendus doivent être déclarées sans délai. Rappelons tout d'abord quelques définitions. La iatrogénie, c'est l'ensemble des conséquences néfastes pour la santé, qu'elles soient potentielles ou avérées, et qui résultent de l'intervention médicale, d'un recours aux soins ou de l'utilisation d'un produit de santé. Dans le cadre du médicament, on parlera d'iatrogénie médicamenteuse. L'incident est un fait imprévu susceptible de représenter un risque pour la santé des personnes. Il peut survenir au cours de la chaîne de fabrication du produit de santé jusqu'à son utilisation. Il est donc susceptible d'entraîner un effet indésirable. L'incident est considéré comme grave s'il est susceptible d'entraîner des effets indésirables graves. L'effet indésirable est une réaction nocive et non recherchée, susceptible d'être liée à l'utilisation d'un produit de santé dans les conditions normales d'emploi ou lors d'un mésusage. Ces effets indésirables peuvent être observés seulement après quelques minutes ou beaucoup plus tard après quelques années. Ils sont d'intensité variable, soit sans conséquences sérieuses ou pouvant conduire au décès. L'intensité d'un effet indésirable est considérée comme faible si elle n'affecte pas l'activité quotidienne habituelle. Elle sera considérée comme moyenne si elle perturbe cette activité et elle sera considérée forte si elle empêche l'activité quotidienne habituelle. Les effets mineurs ne nécessitent ni hospitalisation ni traitement. Les effets indésirables d'intensité modérée exigent un traitement correctif. L'effet indésirable est considéré comme grave s'il est létal ou susceptible de mettre la vie en danger, ou s'il entraîne une invalidité ou une incapacité importante ou durable, s'il provoque ou prolonge une hospitalisation, ou s'il se manifeste par une anomalie ou une malformation congénitale. À côté des effets indésirables attendus ou latéraux,
observé chez la plupart des patients, l'effet indésirable est considéré comme inattendu lorsque la nature, la sévérité ou l'évolution de cet effet ne correspondent pas aux informations et connaissances relatives aux produits qui sont répertoriés dans ce qu'on appelle le RCP ou résumé des caractéristiques du produit. Nous venons de dire que doit être déclarée toute présomption d'effet indésirable grave ou inattendu. En fait, il existe une part de subjectivité dans ce qui peut être déclaré. En effet, le professionnel de santé pourra déclarer tout autre effet qu'il jugera pertinent. Voyons maintenant comment procéder à la déclaration. Le patient doit s'adresser à son médecin ou au pharmacien qui a délivré le produit. Le médecin ou le pharmacien ont alors obligation de déclarer tout effet indésirable grave ou inattendu au Centre régional de pharmacovigilance dont il dépend. En fait, cette obligation de déclaration incombe à tout prescripteur, qu'il soit médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, qui a constaté un effet indésirable grave ou inattendu, susceptible d'être dû à un médicament, qu'il ait ou non prescrit ce médicament. Tout autre professionnel de santé, comme les infirmières, et qui est confronté à cette situation, peut également faire cette déclaration. Pour les effets graves ou inattendus, cette déclaration doit être faite immédiatement, sans aucun délai. Sinon, pour les autres effets, il n'y a pas de délai défini. Le professionnel de santé doit aussi informer le patient de la déclaration qui a été adressée au CRPV et des modalités d'exercice de son droit d'accès à cette information. Le professionnel de santé doit donc conserver les documents concernant l'effet indésirable afin de permettre, en cas de nécessité, de compléter les informations précédemment transmises. La notification ou déclaration doit être faite à l'aide de la fiche de pharmacovigilance transmise par courrier postal ou par voie électronique. Cette déclaration doit comporter au minimum une source identifiable, c'est-à-dire le notificateur, le professionnel de santé qui fait cette déclaration, un patient identifiable avec seulement les 3 premières lettres de son nom et la première lettre de son prénom, le nom du produit suspecté et son numéro de lot, ainsi que la nature de l'effet indésirable. Mais pour être évalué correctement, et nous le verrons dans la détermination de l'imputabilité, le dossier devra comprendre des informations sur le patient, comme son sexe, âge, poids, taille, les antécédents, etc., tous les médicaments qui sont pris par ce patient, avec leur dénomination, les numéros de lot, leur posologie, les voies d'administration, les dates de début, de fin de traitement, et une description précise de l'effet indésirable, sa date d'apparition, son évolution, etc. Peuvent être associées à la déclaration des copies de comptes rendus d'hospitalisation, de courriers médicaux et d'examens complémentaires. Le notificateur pourra être recontacté si un suivi est nécessaire ou pour obtenir des informations complémentaires. Ainsi, à tout moment, après obtention de nouvelles informations, la déclaration initiale pourra être complétée. Un dossier de pharmacovigilance est assimilable à un dossier médical. Par conséquent, l'identité de la personne pour laquelle un effet indésirable a été notifié, ainsi que toute information personnelle ou médicale la concernant, sont tenues secrètes. La confidentialité concerne aussi l'identité du notificateur. À titre d'exemple, en 2007, plus de 20 000 effets indésirables ont été recueillis par les centres régionaux de pharmacovigilance.
La moitié concernait des effets indésirables graves. Les laboratoires pharmaceutiques ont envoyé près de 148 000 fiches de déclaration d'effets indésirables graves, dont plus de 22 000 concernaient des effets graves notifiés en France. Les autres provenaient des autres États membres de l'Union européenne et des pays tiers. Voyons maintenant les méthodes d'évaluation en pharmacovigilance. Pour remplir ces missions, la pharmacovigilance fait appel à différentes méthodes. Tout d'abord, la notification spontanée. Elle a été rendue obligatoire par le Code de la santé publique et représente la base du système national de pharmacovigilance. Cette méthode est irremplaçable pour déclencher les alertes. Les firmes pharmaceutiques, qui sont titulaires des autorisations de mise sur le marché des médicaments, doivent déclarer à la Commission nationale de pharmacovigilance toutes les réactions indésirables qui leur ont été notifiées. La déclaration est obligatoire tous les 6 mois pendant les 2 premières années de commercialisation, puis une fois par an pendant 2 ans, et ensuite tous les 3 ans. Pour faciliter ces déclarations spontanées, nous avons vu qu'un formulaire spécifique de déclaration a été développé. La standardisation des notifications facilite ainsi la recherche d'imputabilité, c'est-à-dire le degré de causalité entre l'événement constaté et la prise du médicament. Le rôle de chaque médicament pris par un patient doit être évalué séparément à l'aide de cette méthode d'imputation. Cette méthode apprécie à la fois une imputabilité intrinsèque, qui est basée sur l'étude du cas clinique déclaré, et une imputabilité extrinsèque, qui elle est basée sur des connaissances bibliographiques. Cette analyse permet ainsi de graduer une relation qui sera qualifiée d'exclue, improbable, possible, probable ou très probable, mais ne peut prétendre estimer le potentiel de dangerosité du produit de santé dans son absolu ou l'importance du risque induit par le produit de santé dans une population. Voyons tout d'abord l'imputabilité intrinsèque. L'évaluation de cette imputabilité utilise 2 groupes de critères, chronologiques et sémiologiques. Si plusieurs médicaments sont administrés chez un même patient, l'imputabilité intrinsèque sera déterminée de manière indépendante pour chacun des médicaments pris. Voyons tout d'abord les critères chronologiques. Ils comprennent le délai entre la prise du médicament et la survenue de l'effet indésirable. Ce délai pourra être qualifié de très suggestif, compatible ou incompatible. Ces critères comprennent aussi l'évolution de la réaction à l'arrêt du traitement. L'évolution peut être une régression, une stabilisation ou une aggravation de la réaction. On pourra dire qu'elle est suggestive s'il y a régression de l'effet indésirable à l'arrêt du traitement. Elle pourra être non concluante ou non suggestive s'il y a absence de régression d'un événement de type réversible à l'arrêt du traitement. Le 3e critère chronologique est la réadministration du médicament incriminé, qu'elle soit fortuite ou volontaire, et sera qualifiée de positive, R+, si la réadministration est suivie d'une récidive. Elle sera négative, R-, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récidive, et enfin elle sera R0 si elle n'est pas disponible ou non interprétable. Alors, la réadministration volontaire comme test d'épreuve est généralement contre-indiquée en raison du risque, bien entendu. Cependant, elle est légitime si le médicament est indispensable et irremplaçable. La réadministration est donc le plus souvent un événement fortuit et involontaire, soit par négligence ou par méconnaissance de l'épisode antérieur. Dans tous les cas, la réadministration
a une très haute valeur diagnostique si les conditions sont proches de la première administration qui a été mal tolérée. La combinaison de ces trois critères chronologiques aboutit alors à un score chronologique intermédiaire C qui va d'une chronologie vraisemblable C3 à une chronologie incompatible C0. Les critères sémiologiques concernent les signes cliniques et paracliniques qui sont évocateurs d'un rôle du médicament. Ils comprennent l'existence de facteurs favorisants validés, la recherche d'autres causes, ainsi que des examens complémentaires spécifiques, L, en faveur du rôle causal du médicament. De la même façon, l'association des critères sémiologiques permet de définir un score sémiologique S avec une sémiologie vraisemblable S3, plausible S2 ou douteuse S1. L'association des critères chronologiques et sémiologiques permet au final de déterminer le score d'imputabilité intrinsèque I avec 5 échelons allant d'une imputabilité très vraisemblable I4 à incompatible I0. L'imputabilité extrinsèque, quant à elle, est basée sur une cotation de la bibliographie à 4 degrés. B3, l'effet est notoire et décrit dans au moins une des références habituelles, comme le dictionnaire des spécialités pharmaceutiques, le Vidal, ou d'autres livres référents, comme le Martindale, etc. B2, l'effet n'est pas notoire et publié seulement une ou deux fois. B1, l'effet ne correspond ni à la définition des scores B3 ni B2. Et enfin B0, l'effet est tout à fait nouveau, il n'a jamais été publié et justifie une publication. Enfin, la méthode que nous allons décrire correspond à la pharmacoépidémiologie. En effet, nous avons vu que la notification spontanée est indispensable, mais malheureusement insuffisante pour évaluer tous les effets indésirables liés à l'utilisation d'un médicament. Ainsi, en complément des essais cliniques et de la notification spontanée, les méthodes pharmacoépidémiologiques permettent d'évaluer l'efficacité et le risque d'un médicament à l'échelle de la population. En s'appuyant sur ces méthodes, la pharmacovigilance peut donc affiner la connaissance des effets indésirables imputables à un médicament et tenter d'en déterminer la fréquence de survenue et les facteurs de risque. Ces études pharmacoépidémiologiques s'appuient sur différentes méthodes. D'une part, les études cas-témoins, qui comparent l'exposition aux médicaments incriminés dans deux groupes de sujets. D'un côté, les cas qui ont manifesté l'effet indésirable, d'un autre, les témoins qui n'ont rien manifesté. Ces études cas-témoins sont adaptées à la détection des effets indésirables rares. Il y a aussi les études rétrospectives, dans le cas de médicaments anciens. Nous avons les études de cohorte de phase 4, dans lesquelles les sujets traités par un médicament sont suivis à l'aide d'examens répétés. Et enfin, les études par croisement de fichiers nationaux et internationaux, notamment pour des pathologies rares ou des expositions médicamenteuses rares, qui, grâce à ce croisement de fichiers, permet d'obtenir des cohortes importantes. À l'échelon des établissements de santé, il existe aussi une obligation de se doter d'un système de veille sanitaire. Cette obligation s'est traduite par la mise en œuvre d'un système de signalement des événements indésirables et de l'organisation d'une coordination des vigilances. Ainsi, devant tout problème survenant au cours d'une hospitalisation, qu'il s'agisse d'une erreur médicale responsable d'un événement, d'un effet indésirable, il est nécessaire de déclarer ces cas à une unité hospitalière qui gérera ce risque sanitaire.
Cette unité est chargée d'analyser l'enchaînement des dysfonctionnements qui ont abouti au problème, de déterminer les possibilités de correction, par exemple un traitement symptomatique, un antidote, et enfin de déterminer les mesures préventives au niveau de l'établissement lui-même ou plus haut encore au niveau français, comme au niveau du guichet erreur médicamenteuse de l'AFSAPS. Nous allons voir maintenant le parcours du médicament allant de sa naissance jusqu'à sa mort. Sur 10 000 molécules criblées, seules 10 d'entre elles feront l'objet d'un dépôt de brevet et une seule passera toutes les étapes de test d'essais cliniques. Le parcours qui précède la mise sur le marché d'une molécule est donc long, environ une dizaine d'années, complexe et coûteux, plusieurs centaines de millions d'euros. Les étapes de recherche et de développement d'un médicament vont donc de la découverte de la molécule jusqu'à sa mise sur le marché et comportent deux volets indispensables, les études précliniques et cliniques. L'autorisation de mise sur le marché est délivrée par les autorités compétentes, nationales, c'est-à-dire l'AFSAPS, ou européennes, c'est-à-dire l'Agence européenne du médicament, l'EMEA. Les laboratoires pharmaceutiques déposent auprès de ces autorités un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. Ce dossier sera évalué sur des critères scientifiques de qualité, de sécurité, d'efficacité. La décision de mise sur le marché d'un médicament repose donc sur la comparaison des bénéfices apportés par rapport aux risques induits. Il est évident qu'un médicament ne sera pas proposé aux malades si les facteurs de risque encourus sont supérieurs aux bénéfices attendus. Parmi les différents examens de passage qui vont permettre d'évaluer donc le médicament, voyons tout d'abord les études précliniques. À travers toute une série de tests, les études précliniques permettent une première caractérisation des molécules candidates, avec notamment la détermination de la dose létale 50, encore appelée DL50. Parmi ces études, il y a les études de screening, de pharmacologie expérimentale, qui testent l'efficacité des molécules sur des systèmes moléculaires inertes, sur des cellules, culture de cellules, et enfin sur l'animal entier, à travers un certain nombre de tests. Les tests de toxicologie permettent de prévenir certains effets secondaires de ces futurs médicaments. Les tests sont effectués sur des cellules ou sur l'animal entier et renseignent sur les risques éventuels de mutagénèse, de tératogénèse, de toxicité d'organes cibles. Les études de pharmacocinétique, de métabolisme du médicament, sont réalisées chez l'animal. Elles permettent d'étudier le devenir du médicament dans l'organisme animal, comme son absorption, son métabolisme, sa distribution par les différents types de circulation et son élimination. Lorsque les résultats le permettent, et après examen complet par les autorités administratives, les expérimentations peuvent être débutées chez l'homme. Il existe aussi des méthodes dites alternatives qui visent à remplacer les modèles animaux par des préparations in vitro permettant de tester des nouvelles molécules sur les aspects de toxicologie, de pharmacocinétique, de métabolisme. Alors, ces stratégies alternatives utilisent des cultures de cellules animales ou humaines provenant de divers organes et tissus et permettent de réduire la durée des études, le nombre d'animaux sacrifiés et le coût final. Mais elles ne peuvent en aucun cas se substituer aux expérimentations menées sur l'animal entier. Voyons maintenant les études cliniques chez l'homme. Dès lors que les résultats chez l'animal sont prometteurs et non dangereux, les études des nouveaux médicaments peuvent être poursuivies chez l'homme à travers les essais cliniques. Ils sont indispensables au développement de tout nouveau médicament. En effet, avant de pouvoir proposer ces nouveaux médicaments à toutes les personnes concernées, il faut s'assurer de leur efficacité et de leur tolérance.
Cette dernière étape de recherche nécessite de passer par l'homme, et plus précisément par des sujets volontaires dans le cadre d'essais cliniques strictement réglementés. Ces essais sont encadrés par la loi Uriès-Heruskla qui autorise les recherches biomédicales sur l'être humain en précisant les conditions dans lesquelles elle doit être conduite afin de protéger les personnes qui participent aux recherches biomédicales. Notamment, avant de débuter, un essai clinique doit faire l'objet d'un avis favorable, d'un comité de protection des personnes et d'une autorisation de l'AFSAPS. Les essais cliniques comportent 3 phases. Les essais cliniques de phase 1 évaluent la tolérance ou l'innocuité du nouveau médicament, mais aussi sa pharmacocinétique et son métabolisme. Notamment, des quantités croissantes de la molécule sont administrées sous surveillance à de petits groupes de volontaires sains qui sont rémunérés. Ces essais peuvent être aussi proposés à des patients en impasse thérapeutique. En effet, dans ce cas-là, le nouveau traitement représente la seule solution thérapeutique pour ces patients. Les essais de phase 2 apprécient l'efficacité du médicament sur de petites populations de patients en recherchant la dose optimale. Cette phase se déroule chez un petit nombre de patients hospitalisés et permet de vérifier que le rapport bénéfice-tolérance est favorable et en tout cas au moins équivalent au traitement existant sans entraîner des effets secondaires importants. La dose optimale est recherchée, cette dose correspond à la dose qui permet d'obtenir le meilleur effet thérapeutique avec le moins d'effets secondaires. Enfin, la phase 3, ou les essais cliniques de phase 3, correspondent aux études pivots, aux études comparatives d'efficacité, où la nouvelle molécule est comparée à un médicament placebo ou à une molécule de référence. Dans les conditions aussi proches que possible des conditions habituelles d'utilisation des traitements, le rapport efficacité-tolérance est alors vérifié sur un grand groupe de malades qui peut aller de plusieurs centaines à plusieurs milliers de patients. Ces études permettent d'identifier les précautions d'emploi et les risques d'interaction avec d'autres produits. Enfin, après la mise sur le marché du médicament, il existe une phase 4, dite post-marketing, post-commercialisation. Cette phase se déroule tout au long de la vie du médicament. Pendant cette phase, des études cliniques sont réalisées et le médicament est hautement surveillé dans le cadre de la pharmacovigilance. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, les essais cliniques effectués avant la commercialisation du médicament ne concernent au final qu'un nombre limité de sujets et ces essais ne sont pas suffisamment longs pour objectiver des effets indésirables rares ou tardifs, ou encore des effets qui n'affecteront que certains sujets à risque ou résultant d'interactions avec d'autres produits. Si malgré toutes les précautions que nous venons de décrire, il s'avère que les risques liés aux médicaments sont plus importants que les bénéfices escomptés, le retrait du médicament est alors envisagé. D'un commun accord, les autorités de santé et les industriels du médicament concernés vont décider du retrait du médicament et de ses modalités, ainsi que du suivi des patients traités par le médicament. Ils décident conjointement de l'information à fournir aux prescripteurs et aux patients. En fonction de la gravité des effets constatés, un retrait de médicament peut être extrêmement rapide en moins de 12 heures. Le retrait peut être définitif ou uniquement temporaire, le temps de procéder à de nouvelles évaluations. Cette diapositive résume le parcours, le cycle du médicament avec ses différentes étapes qui le conduisent de sa synthèse à son autorisation de mise sur le marché. Il existe une évolution des indications thérapeutiques après sa commercialisation, restriction d'utilisation ou encore l'apparition de contre-indications. En tout cas, le dossier d'un médicament est complètement évolutif
et jamais clos lors de sa commercialisation. En conclusion, la pharmacovigilance est un élément essentiel du dispositif de sécurité sanitaire et poursuit un objectif: surveiller les médicaments après leur commercialisation afin d'améliorer la sécurité thérapeutique. Elle tient donc une place importante dans l'évaluation permanente du rapport bénéfice-risque d'un médicament. Le système de veille sanitaire français repose principalement sur la notification spontanée qui implique la participation de tous les professionnels de la santé.